Ofer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir rejoint le live de Human Face. Donc, comme j'ai pu vous le dire, moi, je suis intéressé de savoir un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez en tant que conseiller du président Macron. Vous êtes aussi président donc d'une association. Vous voulez nous en parler un petit peu? Si vous savez être conseiller ou être chargé de mission par un président, c'est qu'il vous donne une mission et de temps en temps, vous revenez vers lui avec des rapports, avec des idées, avec des propositions. Et lui est maître de choisir celles qui l'intéressent ou celles qui lui conviennent. Moi, je suis une boîte à idées. Je pense que s'il a choisi quelqu'un comme moi, qui est quand même quelqu'un d'atypique, puisque je suis israélien, juif, que je viens de la société civile et pas du monde diplomatique, euh, que je n'appartiens pas au réseau de l'élite parisienne, je ne suis pas un énarque, je suis un autodidacte, que je suis un immigré, puisque mes parents m'ont apporté en France très jeune par Marseille avec des valises, comme tout immigré. Donc je pense que je suis atypique et ce qu'il attend de moi, c'est, bon, j'ai un réseau de contacts en Israël, un peu partout, que ce soit dans la droite, dans la gauche, chez les religieux, chez les laïcs, chez les séfarades, chez les ashkénazes, suite à 40 ans pas de militantisme, mais d'implication dans la vie israélienne. Donc moi, je mets à ma disposition mes contacts et je mets à ma disposition quelques idées qui, parfois, ne sont pas celles des diplomates. Alors, dites-moi un petit peu, Ofer, est-ce que les idées aujourd'hui, par exemple celle de Macron de vouloir reconnaître un État palestinien, en tout cas d'entamer un processus et puis de mobiliser un certain nombre de dirigeants en Europe ou en Occident. Dites-moi un petit peu, est-ce que c'est pas l'idée de Macron finalement, mais est-ce que c'est pas une idée qui ne matche pas avec l'opinion publique? Et auquel cas alors, quelle est la légitimité qu'il a pour avancer là-dessus? Vous savez, l'idée de la reconnaissance, de la double reconnaissance, de la reconnaissance d'un État palestinien et de la reconnaissance par des pays arabes et musulmans d'Israël, c'est ni mon idée, ni celle du président Macron. Ça fait déjà 40 ans que tout le monde parle de la solution des deux États. Et donc, Ofer, pardon, ça veut dire que c'est une idée qui a 40 ans, c'est peut-être une idée qui n'est plus du tout en conformité avec la réalité sociale d'aujourd'hui. Et c'est là où je comprends pas. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez laissez-moi terminer, Michael. vous baser? Allez-y, dites-moi. Alors je dis, c'est une vieille idée. Enfin, c'est la seule idée. Pour l'instant, personne n'est venu avec une autre idée que la solution de deux États. Sauf que le paradigme, depuis Oslo, le paradigme était les Israéliens et les Palestiniens négocient, et au bout de ces négociations, il y aura la création d'un État palestinien. Ensuite est venu le président Donald Trump dans son premier mandat et qui est venu avec cette idée d'accord d'Abraham, les accords d'Abraham qui stipulent que des pays arabes et musulmans reconnaissent l'État d'Israël et qu'il y aura un État palestinien. On oublie que Donald Trump, dans sa proposition d'accord d'Abraham, il est stipulé qu'il y aura un État palestinien. Mais ce qui est important dans l'initiative du président Macron, elle n'est pas déconnectée de la réalité. Elle vient parce qu'il y a une crise qu'Israël n'a jamais connue, une catastrophe que les Palestiniens n'ont jamais connue. Ça fait 600 jours aujourd'hui que cette guerre a commencé. Ça fait 600 jours que malheureusement, trop peu, mais encore trop d'otages sont détenus dans des situations inacceptables dans les tunnels, je sais pas, ou dans les géoles de Gaza. Ouais. On a vu la crise humanitaire qui s'abat sur la grande population de Gaza. C'est dans ce contexte-là, et avant les élections du président américain actuellement, que le président Macron et MBS en Arabie Saoudite sont venus avec cette initiative qui s'appelle l'initiative des deux États. Elle dit ce qu'elle dit. Israël sera en sécurité que lorsque elle ne sera plus menacée par aucun État. L'idée, c'est que les États reconnaissent et normalisent les relations avec Israël. Ça a été fait avec le Maroc, ça a été fait avec l'Égypte, ça a été fait avec la Jordanie, ça a été fait avec les Émirats, ça a été fait avec le Bahreïn, ça a été fait avec le Soudan. Et après Oslo, en 2014, ça a été fait aussi avec la Tunisie, avec la Mauritanie, même avec le Qatar. Donc ça, c'est ça l'initiative, c'est d'encourager les pays qui n'ont pas encore de relations avec Israël, n'ont pas encore reconnu l'État d'Israël de le faire, et d'encourager ceux qui n'ont pas encore reconnu
l'État palestinien de le faire, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si vous en avez une, moi je veux bien écouter. Ouais. On va essayer. Autant vous avez beaucoup de choses très importantes à nous dire. Vous avez le statut du conseiller du président. Je suis tout oui pour vous écouter. On va essayer autant que possible de réussir à échanger un petit peu. Moi, pour l'instant, je ne suis pas dans l'état de proposer des solutions. Personne ne me le demande et je ne suis pas là du tout. Pour l'instant, ce que j'essaie de voir, c'est dans quelle situation est-ce qu'on est. Permettez-moi de vous montrer une étude qui a été réalisée par des Palestiniens eux-mêmes. Et juste, je voudrais vous montrer un chiffre sur cette étude. Alors, si j'arrive à vous la montrer, de toute façon, vous la connaissez. Vous connaissez le PSR, Palestinian Survey Research. Non. Palestinian Survey Research, bon, c'est un centre de sociologie qui travaille en Palestine et qui est dirigé donc par des Palestiniens uniquement. Pardon? C'est le centre de sondage de Shkaki? Du Palestinian Survey Research. Oui, exactement. Alors regardez, bon, là, malheureusement, j'arrive pas à la monter, mais c'est pas grave. Vous connaissez sûrement cette étude. Il a pris ici tous les éléments qu'il y a depuis la guerre. Il a été chercher la vie des Palestiniens de Gaza et de Palestine en Cisjordanie ou en Judée-Samarie, peu importe. Et il leur a posé la question, est-ce que vous voulez un État palestinien? Ça ne dépasse jamais plus de 38%. Ça veut dire que les Palestiniens eux-mêmes, aujourd'hui encore, même dans la situation, je vais dire soi-disant, sans me moquer, mais soi-disant de famine, parce qu'on n'y est pas vraiment, d'accord? On sait que pour la famine, il y a certains critères, on pourra peut-être y revenir dessus, et qu'on n'est pas là-dedans. Mais en tout cas, situation désastreuse humanitairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Même là, ils ne sont pas encore dans la nécessité d'un État palestinien. Alors, avant de me demander à moi quelles seraient mes idées, moi, j'aimerais vous demander à vous déjà, en quoi est-ce que l'idée d'un État palestinien, ce n'est pas une idée qui est obsolète, qui est périmée au Fer Bronstein, parce qu'en réalité, vous le savez aussi bien que moi, je vous ai écouté un petit peu avant de préparer cette émission, vous n'êtes pas du tout pro-islam radical. On est d'accord? Non, mais je veux dire, je vous ai entendu. Vous avez tout à fait conscience du danger de l'islam radical. Vous n'êtes pas perché. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? Le monde change. Malraux disait au XXIe siècle, ça va être un nouveau siècle, ça va être un siècle qui va rentrer dans l'ère de la croyance. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, l'islam radical a pris le dessus sur la politique? Vous posez deux questions totalement différentes. Celle de l'islamisation, de l'islam radical, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe, ou que ce soit comme l'étude qui a été publiée il y a quelques jours en France, et vous posez la question de la solution du conflit israélo-palestinien. Ce sont deux choses différentes. Je vais revenir au conflit israélo-palestinien. Si quelqu'un, vous savez, Israël, depuis 600 jours, a mené une guerre avec deux organisations terroristes, avec le Hezbollah dans le nord et avec le Hamas à Gaza. Je ne parle pas des Houthis, parce que ce n'est pas vraiment une guerre qu'on mène, c'est des accrochages, mais eux aussi sont une organisation terroriste. Et c'est intéressant de comprendre qu'on est arrivé à un cessez-le-feu avec le Liban, parce que grâce aux Américains et grâce à la France, on a encouragé le gouvernement libanais de reprendre sa souveraineté. On a pu permettre au peuple libanais de reprendre sa souveraineté. On a levé 1 milliard d'euros il y a quelques mois en France, dont la grande majorité est allée vers l'armée libanaise. Pourquoi l'armée libanaise? Parce que selon l'accord entre Israël et le Liban, Israël du Premier ministre Netanyahu, pas Israël d'un Premier ministre de gauche. L'accord avec le Liban et Israël, qui doit être garanti par la France et les États-Unis, stipule que c'est l'armée libanaise qui reprend le contrôle de la frontière entre le Liban et Israël. Elle est là pas pour être belliqueuse envers Israël, elle est là pour empêcher le Hezbollah de revenir au sud Liban. Et on l'a vu, le Hezbollah aujourd'hui est à genoux, il est désarmé, il est une force politique plus ou moins faible, c'est plus la même qu'il y avait avant. Il y a un président libanais qui a été élu, pas n'importe lequel, celui qui est issu, qui a été chef d'état-major de l'armée libanaise. Il y a un premier ministre qui a été élu, il y a un gouvernement libanais qui a pris le contrôle après presque 3 ans où il n'y avait pas de gouvernement. Il y a un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, il y a des escarmouches, il y a des malentendus, il y a encore des problèmes, mais heureusement, la
une bonne partie de la population israélienne a pu retrouver sa maison dans le nord d'Israël. Une partie de la population libanaise est en train de retrouver leur maison dans le sud. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait un accord avec un État souverain, il y a beaucoup plus de chances que cet accord soit respecté. On l'a fait avec l'Égypte, on l'a fait avec la Jordanie, on le fait avec le Maroc, on ne l'a pas fait avec des organisations terroristes. Je suis de ceux qui pensent que s'il y avait une souveraineté palestinienne à Gaza, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Et pourquoi je le pense? Parce qu'une souveraineté, ça veut dire une responsabilité. Le Hamas, quand il attaque Israël le 7 octobre, il sait très bien qu'Israël va riposter. Il n'était peut-être pas conscient de l'ampleur de la riposte, mais il savait très bien qu'il y aurait une riposte israélienne. Et il la voulait. Lui, il voulait qu'Israël riposte. Il voulait qu'il y ait des Palestiniens qui meurent. Il voulait qu'on voit des images terribles de la bande de Gaza parce que ça sert sa propagande. La mort, ce n'est pas son problème. C'est des shahids. Ils sont prêts à mourir. Ce qu'il voulait, c'est entacher l'image de marque d'Israël. Elle a poussé à s'engouffrer dans cette boue, dans cette terrible situation où elle se trouve aujourd'hui à Gaza, qui, à mon avis, ne mène plus à rien. S'il y a une autre solution pour le conflit entre Israéliens et Palestiniens qui dure déjà depuis 100 ans et qui n'est pas celle de respecter la souveraineté des uns et des autres, la sécurité d'Israël, la dignité des Palestiniens, la liberté des Palestiniens, l'indépendance des Palestiniens et la sécurité d'Israël, la reconnaissance d'Israël par les pays arabes et musulmans, moi je veux bien l'entendre. Mais pour l'instant, il n'y a que deux solutions qui ont été proposées. C'est celle-là, celle des deux États, qui d'ailleurs était celle de M. Netanyahou jusqu'au 7 octobre. Là, on me dit M. Netanyahou a fait une marche arrière. Ok, peut-être qu'il a fait une marche arrière, mais même M. Netanyahou, à plusieurs reprises, a dit que la solution était la solution des deux États. La deuxième solution qui est proposée, c'est la solution du Hamas et des extrémistes juifs qui sont dans le gouvernement. C'est celle du Grand Israël, de la rivière jusqu'à la mer. Les deux disent la même chose. Le Hamas, vous savez, le Hamas le 7 octobre, il n'a pas fait au nom de la libération de la Palestine, il l'a fait au nom de la libération de Jérusalem. Il voulait donner une dimension religieuse à son combat. Il ne l'a pas fait avec le drapeau palestinien, il l'a fait avec le drapeau vert, le drapeau islamiste. Donc le Hamas avait des prétentions qui n'étaient pas pro-palestiniennes, mais pro-islamistes. Ça, c'est à propos de la deuxième question que vous m'avez posée. Et je veux encore signaler, vous savez qu'à Ramallah, à Jenin, à Shrem, à Kalkilia, il y a eu moins de manifestations contre Israël qu'il y en a eu à Paris, à Londres ou à New York. Pourquoi? Parce que même si l'autorité palestinienne est faible, elle essaie de contenir sa population parce qu'elle sait très bien que c'est pas dans son c'est très bien que ce n'est pas dans son intérêt de rentrer dans un cercle de violence avec Israël. Je vais vous dire plus, en plein milieu de guerre, alors que des Palestiniens sont en train de mourir à Gaza, les services de renseignement israéliens, et vous devez le savoir, Michael, le Shabak et l'autorité palestinienne se rencontrent tous les jours, coopèrent tous Oui, les non, jours. mais je dis pas qu'il n'y a pas de coopération, je dis pas qu'il n'y a pas eu une capacité de discussion. Mais juste sur ce que vous dites par rapport à Ramallah ou Jenin, pourquoi est-ce que là-bas, on ne trouve pas de manifestation contre Israël? C'est quelque chose que je traite des fois sur Human Face et j'essaye d'expliquer un petit peu pourquoi. En tout cas, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'en Europe et en Occident, la lutte pour un État palestinien, c'est une lutte qui n'est pas réfléchie. Ça veut dire que c'est quelque chose, comme vous dites, ça fait 40 ans et maintenant on est parti là-dedans et on veut y arriver. Et on veut y arriver coûte que coûte. En Europe et en Occident, on est prêt à attaquer Israël, à diaboliser Netanyahou. Enfin, Netanyahou, c'est juste l'objet de la haine d'Israël. En vérité, c'est Israël qu'on diabolise et c'est les Juifs. Mais en tout cas, ce qui est fait, c'est qu'on essaie toujours de lancer des rhétoriques pour attaquer Israël et essayer de moyenniser, comme vous l'avez fait dans votre discours. Vous avez dit, je mets en face le Hamas et l'extrême droite israélienne. Je suis désolé, Ofer, je ne suis pas d'accord avec vous. L'extrême droite israélienne, si tant est qu'on appelle ça une extrême droite, j'aime pas ce terme parce que pour moi, ça fait écho à Jean-Marie Le Pen et je considère que... Pardon? Comment vous appelez le parti de Smotrich et de Ben Gvir? Bon, je n'ai pas besoin de mettre des étiquettes et des qualificatifs. On peut réfléchir. Oui, vous pouvez dire que ce sont, si vous voulez, des gens qui, à la rigueur, j'en préférais que vous les traitiez de colons que d'extrême droite, mais peu importe, ça ne me dérange pas. Non. En tout cas, l'objet, non, ce que je veux vous dire, c'est vraiment, on ne peut pas les comparer avec le Hamas. Non, mais Ofer, ça n'a pas de sens de les comparer avec le Hamas, si ce n'est uniquement de toujours créer cette moyennisation des responsabilités, toujours dire, voilà, regardez, il y a des extrémistes là, il y a des extrémistes là-bas, donc finalement,
puisqu'il y a des extrémistes de partout, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 États. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que les extrémistes islamistes, mais ça, c'est le discours européen. On lance génocide, on lance famine, on lance maintenant apartheid. Mais toutes ces choses-là, elles n'ont pas de réalité. C'est juste la construction d'un imaginaire qui sert à entretenir le mythe de l'État palestinien. Je suis persuadé que ce que je vous dis là, vous le savez. Maintenant, le Hamas, lui, ça n'a aucun rapport avec l'extrême droite israélienne, puisque vous l'appelez comme ça. C'est une entité terroriste, d'accord, qui vient pour tuer des gens arbitrairement. Et c'est ça toute la différence entre la violence israélienne et la violence palestinienne. Quand il y a de la violence israélienne, c'est une violence qu'on peut condamner, mais qui est a priori quand même une raison qui peut être jugée insuffisante, mais elle a quand même une raison. Tandis que la violence de Gaza ou de Palestine sur la base du Hamas, c'est vraiment quelque chose qui vient pour mettre en place une haine raciale de façon systématisée, d'accord? On sait très bien que n'importe qui va se balader ici pour aller se restaurer ou pour aller dans des magasins, et ben finalement, il prend un petit risque. On le sait qu'il prend des risques. Il prend un risque ou pas? Il prend un risque ou pas, celui qui va se balader en Israël? Michael, on m'avait prévenu, on m'a dit, tu sais, avec Michael, bon, tout d'abord, Ofer, ce n'est pas une très grande audience, et c'est quelqu'un qui vient avec sa propre idéologie, et il va utiliser la rencontre avec toi pour promouvoir ses propres positions. J'étais tout à fait conscient de cette situation. Je sais, bien sûr. Pourtant, je ne me suis pas... j'ai accepté ton invitation pour pouvoir avoir un échange d'idées. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de déformation ni de tes dires à toi, ni des miens. Quand je compare le Hamas à l'extrême droite messianique, fascisante israélienne, je ne veux pas dire les colons, parce que les colons, il y en a 700 000, et la plupart d'entre eux ne sont pas représentés par Ben Gvir ou par Smotrich. Comme vous le savez, les deux ensemble font 12 mandats. 12 mandats, c'est à peu près 300 ou 350 000 personnes. C'est en aucun cas pas tous les colons. Donc, je ne les mets pas tous dans le même sac. Je parle de leur idéologie, celle du Hamas et celle de l'extrême droite messianique ou fasciste israélienne. Ils veulent la même chose. Les uns ne croient pas en l'État d'Israël tel qu'il est, ils croient en le grand Israël. J'ai vu même Smotrich parler de la Syrie et d'aller jusqu'en Arabie Saoudite. Bon, il a le droit de rêver. Et le Hamas, pareil. Le Hamas veut que la Palestine fasse partie de la Oumma arabe, de la Oumma musulmane, mais la Palestine en tant que telle ne l'intéresse pas. Donc, ils véhiculent la même idéologie. Quant à la violence des uns et des autres, on peut en parler, mais moi, je veux rappeler, moi, ce qui m'intéresse, c'est Israël. Moi, je ne veux pas, moi, mon baromètre à moi, c'est pas ni le Hamas, ni le Soudan, ni l'Iran. Mon baromètre à moi, c'est mes valeurs juives. Et mes valeurs juives me disent que tu ne peux pas prêcher la violence. Baruch Goldstein ne peut pas être un héros de personne. La photo de Baruch Goldstein ne peut pas être sur le mur d'un politicien israélien. On ne peut pas vénérer le rabbin Kahana, même Yitzhak Shamir, de la droite radicale israélienne, quand Kahana, pour la petite période où il était à la Knesset en Israël, la droite israélienne, Yitzhak Shamir, premier ministre israélien, se levait et quittait la salle. Donc, et après, Israël a considéré Kahana Chai comme étant une organisation interdite par la loi, terroriste. Pareil aux États-Unis et pareil en France. Donc, quand je vois un ministre israélien aller sur la tombe de M. Kahana chaque année, je me pose des questions par rapport à sa légitimité et par rapport à sa volonté de promouvoir la violence. J'ai pas dit de pas le critiquer, j'ai pas dit de pas le critiquer, j'ai pas dit que c'était correct ce qu'il faisait ou d'avoir des photos. Je veux terminer, Michael. Et je rappelle que ce même ministre a été condamné 26 fois par la justice israélienne. Pas par la France, pas par l'Union européenne, par la justice israélienne, dont une certaine partie pour des appels à la violence et pour être membre d'organisations dites terroristes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a jugé, c'est la cour israélienne. Donc moi qui ai travaillé, et la chance et le privilège de travailler avec Yitzhak Rabin, celui qui a appelé à l'assassinat d'Yitzhak Rabin, c'est des gens qui font partie aujourd'hui de ces mouvances-là. Donc je ne peux pas leur pardonner, et je n'ai rien, moi qui suis profondément juif, pour moi, ce ne sont pas des juifs. Et les valeurs qu'ils véhiculent, ce ne sont pas des valeurs juives parce qu'ils mettent
le judaïsme et ils mettent Israël en danger. Moi, Ah bon? quand je dois combattre l'antisémitisme, Qui c'est qui fait les attentats au fer? Ceux qui font les attentats Non, mais il ne faut pas exagérer. Je veux bien, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Quand je dois combattre l'antisémitisme demain à Paris, et que quelqu'un va me dire, mais de quoi tu parles? Mais c'est pas moi qui. C'est le gouvernement, c'est des membres du gouvernement israélien qui disent qu'il faut brûler Gaza, qui disent qu'il faut jeter tous les Gazaouis à la mer, qui disent qu'il faut mettre une bombe atomique à Gaza. Non, non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit de cette manière-là. Ils ont dit qu'il fallait tout détruire. De toute façon, je ne suis pas leur avocat, qu'on soit bien clair. Non, qu'on soit bien. Non, ok. Smotrich, hier, a dit qu'il fallait brûler Gaza. Ok, ils ont des sorties totalement à côté de la plaque. Non, mais Monsieur Bronstein, ils ont des sorties. Des Juifs. Oui, mais attendez. Juste une chose. Par ceux qui sont antisémites, Michael. Ils utilisent le prétexte de ces dires-là pour taper des Juifs. Ils peuvent aussi utiliser votre compassion, le fait que vous mettiez en avant, par exemple, pas vous personnellement, mais dans l'idéologie que vous représentez, l'idée du génocide, pour être antisémite. Vous avez entendu parler de Non, pas vous, j'ai pas vous, j'ai dit l'idée. Non, faites attention, Michael. J'ai dit l'idée que vous représentez. Voilà le dialogue respectueux. Attendez. C'est respectueux. Regardez, regardez. Le président Macron a été interviewé, oui ou non? Non, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Alors pourquoi vous le dites? Écoutez ce que j'ai dit. Je représente l'idéologie qui préconise le génocide. Oui, Macron, qu'est-ce qu'il a dit quand il était interviewé sur TF1? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais quelle idéologie je préconise qui parle de génocide, moi? L'idéologie d'une Palestine tout de suite maintenant, après le 7 octobre. Quel rapport entre ma volonté de voir un État palestinien qui vive en paix avec Israël, qui soit démilitarisé, et le génocide? Il n'y a aucun rapport. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le palestinisme, il utilise ces rhétoriques-là de génocide, d'apartheid. Je suis un sioniste juif profondément. Je sais. Mais malheureusement, vous êtes assimilé dans ce courant malgré vous. Vous êtes plus intelligent. Vous me laissez pas parler, Ofer. C'est vous qui ne me laissez pas parler. Vous êtes plus intelligent que les palestinistes qui, eux, mettent en place cette haine d'Israël. Vous n'êtes pas là-dedans, on est clair. Mais malgré tout, étant donné que vous êtes dans la mouvance et assimilé à ces gens-là et que vous servez leur cause, alors quelque part, ça fait que dans l'esprit des gens, ça mélange. D'accord, c'est simple. J'invente pas. Parce qu'on les aide à mélanger. Parce qu'on raconte des conneries. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire palestinisme, et je ne sais pas de quelle idéologie vous parlez, à laquelle j'adhère, qui promouvoit le génocide. Le palestinisme, c'est le fait de vouloir la Palestine indépendamment du risque qu'elle comporte pour Israël. Bon, alors, je ne suis pas palestiniste. Moi, je suis profondément sioniste. Tout ce que je fais, c'est pour garantir l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël et les valeurs juives à laquelle j'adhère. C'est ça qui me véhicule, c'est ça qui est ma passion. Je pense que la sécurité d'Israël viendra du fait qu'il y aura un État palestinien souverain, responsable, désarmé, qui vivra côte à côte de l'État d'Israël. La sécurité d'Israël viendra quand tous les pays arabes et musulmans reconnaîtront l'État d'Israël. Moi, je pense mais je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Et les valeurs juives auxquelles je crois sont les valeurs du grand rabbin Ovadia Yosef. Oui, moi je pense. Oui, mais Ofer, vous savez très bien que le rabbin Ovadia Yosef, bon, maintenant il est mort, on ne va pas faire une discussion de savoir qu'est-ce qu'il aurait dit, mais aujourd'hui il n'y a aucun rabbin de sa mouvance, que ce soit du Chasse ou d'autres partis, qui vont dire qu'il faut mettre en place un État palestinien dans l'état actuel des choses. On sait très bien que ce n'est pas possible, même si je suis d'accord avec vous, que pour qu'il y ait une paix durable, il aurait fallu qu'il y ait un État. Mais on n'a pas les conditions pour le faire. Aujourd'hui. Pikuach nefesh dochesh tachim. Psak halakha du grand rabbin Ovadia Yosef, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais de toute façon. Avant Oslo. Non, mais attendez, de toute façon. Attends. Psak halakha du grand rabbin Ovadia Yosef Maran. Pikuach nefesh dochesh tachim. La vie humaine est plus importante que tout. La vie. Et c'est quoi Shtachim? C'est quoi Shtachim, Ofer? Quand lui parlait de Shtachim, il parlait de Shtachim Pushim. S'il y a eu des accords d'Oslo. Dites-le en français. Les territoires. Donc, c'est-à-dire que le rabbin il a dit que le fait de se mettre en danger de mort vis-à-vis des Arabes, c'est. Non, il a dit le respect de la vie. Le respect de la vie. Je comprends tout. Hein. Ok, alors le respect de la vie est plus important que les territoires occupés.
Donc, si on peut sauver des vies en rendant les territoires, il faut rendre les territoires. Comme je peux te le dire, au départ, tout le mouvement Non. des colonies. Non, je suis désolé. Attends, Ofer, ce qu'il dit, Pas un c'est pas ça, mouvement le de rabbin. séparade. Non, C'était pas un ce qu'il dit, mouvement de religieux. C'était un Ofer, ce mouvement qu'il dit le rabbin, c'est pas religieux. ça. Oh, ce qu'il dit le rabbin, c'est pas ça. Ce qu'il dit, c'est que on ne doit pas se mettre en danger. C'est quoi le rabbin Ovadia Yosef? Un instant, c'est vous Vous qui me avez laissez pas rencontré le parler. rabbin Ovadia Yosef? Moi, je n'ai pas l'honneur de le rencontrer, non. Moi, Bon, mais c'est pas la question. le voir. Moi, j'ai eu Ok, l'honneur d'aller le voir chaque semaine. on va pas faire un concours de rabbin. On va pas faire un concours de rabbin. Sache que pour moi, Ovadia Yosef, c'est un des hommes les plus importants qu'il y a en Israël. Oui, mais je suis pas là-dedans. Je suis en train de vous dire une chose, c'est que ce qu'il a dit le rabbin Ovadia Yosef, c'est qu'on ne doit pas se mettre en danger de mort pour habiter dans des territoires, pour coloniser ou pour annexer, d'accord? Il a dit il ne faut pas se mettre en danger de mort. Il n'a pas dit pour autant qu'il ne faut pas le faire, d'accord? Donc, ce qu'il veut dire quand il dit ça, c'est que oui, il faut le faire. Si vous voulez raisonner d'un point de vue religieux, mais je m'en fous. Attendez, on ne va pas faire de la religion ici. On n'est pas là pour parler de religion. Moi, ça m'intéresse pas. Quand ça t'arrange pas, tu n'en fais pas. Ah non, mais je parle pas de religion, je parle jamais de religion dans Human Face à personne. Donc, c'est pas parce que j'ai une kippa que je suis obligé d'en parler. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que. Des valeurs juives. Parlez de ce que vous voulez avec grand plaisir, mais justement, les valeurs juives, vous n'avez pas non plus le monopole des valeurs juives. Aujourd'hui, vous avez plus de 85% des Israéliens, ou même des Juifs aussi qui habitent en dehors d'Israël, qui veulent que les Gazaouis quittent la bande de Gaza, soit de leur propre initiative, ce qui est franchement mon cas. Ça veut dire que pour moi, c'est hors de question de les bouger de force. Ce serait inhumain et je ne suis pas là-dedans du tout. Mais attendez, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils doivent quitter même de force. Il y a presque un tiers des gens. Donc ce que je veux dire, c'est que Smotrich et Ben Gvir, bon, ils n'ont pas le monopole non plus de l'extrémisme, d'accord? Donc, l'opinion israélienne n'est pas du tout dans l'idée de faire un État palestinien aujourd'hui. Ils en ont marre. Je crois qu'ils ont vécu depuis 75 ans de guerre et d'attentats. Ils ont dit stop. Ils disent stop. Mais Michael, vous avez tort. Le dernier sondage de la semaine dernière te dit encore une fois que presque 80% des Israéliens te disent que s'il y a une normalisation avec l'Arabie saoudite et avec des pays arabes et musulmans, ils sont prêts à un État palestinien. Je te rappelle que jusqu'au 7 octobre, c'est M. Netanyahou et le Likoud qui parlaient de la solution des deux États. Mais encore une fois, en supposant que ce n'est plus d'actualité, qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui? Moi, je ne suis pas dans ce chapitre-là. Pour moi, déjà, j'aimerais qu'on soit d'accord sur le fait que ce n'est pas d'actualité. Non, mais tu ne peux pas dire l'État palestinien, c'est mauvais, c'est du palestinisme, c'est du génocide, c'est dangereux pour Israël, sans proposer une alternative. Mais vous ne pouvez pas dire non plus que c'est, oui, une solution, alors que ça peut être un problème plutôt qu'une solution. Moi, je suis prêt à écouter. Mais si quelqu'un a une autre proposition à faire, qu'il la fasse. Moi, je suis en train de... Je serai ravi de Non, mais écoutez, moi, il n'y a personne qui m'écoute. Je ne vais pas donner des propositions en l'air sur Internet. J'en suis pas là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, ce que vous dites au président Macron. Si vous voulez dire que c'est une solution, alors il faut le prouver. Il ne suffit pas de dire ce serait bien que, ce serait mieux si. C'est pas comme ça. C'est quelle est la réalité qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les éléments qu'on a aujourd'hui? Le côté palestinien, il est divisé en zones A, B et C. Oui, offert. Dans quelles zones? Donc, on a des zones qui sont de la teneur de Ramallah, ça veut dire que c'est Ramallah là-bas qui va diriger, et puis d'autres où ça va être B et C au fur et à mesure, c'est de plus en plus d'interventions israéliennes. Quelles sont les zones qui sont les plus sécures pour les Palestiniens? Les zones A ou les zones C? Bien, je vais t'expliquer parce que j'étais impliqué dans les négociations de l'époque. Quelles sont les zones A, B, C? C'est le résultat des accords d'Oslo. Oui. La zone A, c'est les grandes métropoles palestiniennes qui sont gérées à la fois d'une façon civile et à la fois d'une façon sécuritaire par l'autorité palestinienne. La zone B, c'est des zones mixtes où il y a des villages palestiniens, pas des grandes métropoles, mais des villages palestiniens, mais beaucoup de territoires palestiniens. Eux sont gérés civilement par l'autorité palestinienne et protégés militairement par Israël. La zone C, elle est complètement gérée par Israël et par l'armée israélienne. C'est ça. Voilà. D'accord. Où est-ce qu'il y a le plus d'insécurité pour les Arabes qui vivent là-bas? En zone A ou en zone C? D'insécurité pour les Arabes? Bien sûr. Vous savez très bien que les Arabes... Il y a beaucoup plus... Il n'y a pas de meurtre là-bas?
Non, il y a des meurtres en Israël, il y a des meurtres tous les jours. Non, mais là, vous savez très bien qu'en Cisjordanie, il y a plus de meurtres qu'en Israël. Parce que je ne sais pas, de meurtres entre civils. Entre civils. Vous n'avez pas vu les Arabes venir à Tel Aviv pour manifester parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas assez protégés en Cisjordanie contre leurs frères arabes. Vous n'avez pas vu ces manifestations-là? Aujourd'hui, statistiquement, il y a beaucoup plus de meurtres dans les zones A où Israël n'intervient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je suis vraiment pas. Tout d'abord, Israël, malheureusement, intervient, malheureusement parce que c'est contraire aux accords, mais ce n'est pas important, intervient dans les zones A. On l'a vu déjà il y a un mois, comment elle est intervenue, on l'a vu hier d'ailleurs, à Kalkilia et à Jenin, avec l'autorité palestinienne d'ailleurs. Il y avait l'autorité palestinienne et l'armée israélienne qui sont rentrés à Kalkilia et à Jenin pour attaquer des militants terroristes du Hamas. Donc il y avait une coopération sécuritaire entre l'armée et Israël. Israël rentre en zone A très fréquemment quand il s'agit, selon elle, de démanteler des organisations terroristes ou de démanteler des menaces contre Israël. Donc Israël rentre en zone A. Oui. OK. Mais beaucoup moins fréquemment quand ils sont pas là-bas de manière quotidienne comme en zone C. La deuxième, moi je ne connais pas les statistiques sur les délits. Regardez, c'est très intéressant. Je ne connais pas les statistiques quand il s'agit de délits ou de crimes dans l'autorité palestinienne. Par contre, je connais les statistiques de délits et de crimes à l'intérieur de la société israélienne. Et je vois que tous les jours, il y a des Arabes israéliens qui tuent des Arabes israéliens. C'est très inquiétant. Je crois qu'il y en a eu déjà plusieurs centaines depuis le début de l'année. À part les Juifs qui tuent des Juifs ou les maris qui tuent leurs femmes. Les meurtres en Israël ont augmenté en un an et demi de 85%. Peut-être à cause de la situation, de traumatisme, de problèmes psychologiques, je ne sais pas, mais il y a une augmentation de 80% dans des meurtres à l'intérieur de la société israélienne. Alors, je ne sais pas si les Arabes israéliens sont mieux protégés que les Palestiniens à Ramallah, j'en doute parce qu'ils se tuent tous les jours. Donc, il faut voir aussi comment la police israélienne et comment le système juridique israélien empêche cette montée de criminalité terrible en Israël. Bon, c'est pas de la faute d'Israël si les Arabes s'entretuent. Ils sont israéliens. Oui, mais d'accord. Mais si vous dites qu'ils s'entretuent entre Arabes, on ne va pas dire non plus que c'est de la faute d'Israël. Je ne dis pas que c'est de la faute d'Israël. Ok, non, mais vous avez dit que c'est le système juridique. Michael, ne déformez surtout pas mes. Ah, j'ai rien déformé. Je vous ai écouté comme un religieux. Il est de la responsabilité de l'État d'Israël de donner de la santé, de donner de l'éducation, de donner du logement, de donner du travail et de donner de la sécurité. Pour moi, que ce soit deux Arabes qui sont entretués entre eux, ou deux Russes qui sont entretués entre eux, ou un mari qui tue sa femme, il est du devoir de mon gouvernement, de la société israélienne, de protéger les victimes. Donc, quand je vois qu'il y a des meurtres de plus en plus importants chez les Arabes israéliens, ou des maris qui tuent leurs femmes, et le rythme est très inquiétant, et que la police ne fait pas assez bien son travail, que le système juridique ne fait pas assez son travail, je suis inquiet. Non, mais écoutez, un meurtre familial, c'est pas de la faute de la police. Je ne dis pas que c'est de leur faute. Je dis qu'il faut qu'ils fassent leur travail. Bien sûr je pense qu'ils font leur travail. Je pense que c'est facile quand on est chasseur. Voilà, c'est toujours facile de dire voilà, ils font pas leur travail, etc. Il y a des meurtres entre Arabes israéliens, c'est un problème, il faut le gérer, c'est vrai, mais c'est pas de la faute, en tout cas, comme vous dites, c'est pas. Je dis pas que c'est de la faute, je dis qu'on fait rien pour les empêcher, qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi il y en a? Écoutez, un Arabe qui tue, excusez-moi, un Arabe qui tue et qu'on a des preuves pour le mettre en prison, on va le mettre en prison même s'il a tué un Arabe. On n'en est pas là quand même. C'est que 85% des cas n'arrivent jamais devant un tribunal. Pourquoi? Parce que les enquêtes sont mal faites. Mais c'est pas moi qui le dis. D'accord, mais j'ai pas dit qu'Israël était parfait. J'ai pas dit qu'Israël était parfait. C'est le ministère de l'Intérieur israélien qui le dit, c'est pas moi. C'est le ministère de M. Ben Gvir qui le dit, c'est pas moi. Son ministère à lui dit qu'on n'arrive pas à empêcher et à punir la majorité des crimes. 85% des crimes n'arrivent pas devant un tribunal. Donc les gens ne sont pas incarcérés. Aujourd'hui, j'entends ce que vous dites. Aujourd'hui, en tout cas, dans une situation où les Israéliens pensent différemment. On écoute les médias, tout le monde dit oui, mais regardez, maintenant ils sortent dans la rue contre Netanyahou, etc. Mais ce n'est pas vrai du tout. La majorité des Israéliens aujourd'hui est très à droite. Vous pouvez dire malheureusement, ça ne me dérange pas, on peut le dire malheureusement, mais ils sont très à droite. Et ce que je veux dire, c'est que quand on écoute par contre les médias en France, ce n'est pas du tout l'écho qui s'en fait.
Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une asymétrie entre la réalité israélienne et puis l'image qu'on veut donner, que tout le monde déteste Netanyahou et que finalement on aimerait passer sur autre chose. Je pense que tu n'as pas assez fait de recherches sur moi. Parce que si tu avais bien recherché par rapport à moi, tu aurais compris que j'ai plus d'amis dans la droite israélienne. Je parle de la droite modérée, de la droite légitime, celle du Likoud. Mais je ne vous ai pas accusé, hein. Je t'ai pas accusé. Non, mais je dis ça, c'est la droite légitime. J'ai plus d'amis. Doudi Amsalem est un ami personnel. Et je vais te donner la liste. Eli Cohen. Bon. Excuse-moi. Vas-y. Non. Offert, qu'est-ce qu'on fait du fait qu'en France, aujourd'hui, à Strasbourg, on va essayer de recadrer. Non, j'écoute, regarde, on va essayer de recadrer pour que ça soit intéressant. Mais non, mais je vais te dire quelque chose d'autre, que je n'ai pas honte de dire. Tout le monde croit que j'appartiens à la gauche extrémiste israélienne. J'ai plus d'amis dans la droite légitime israélienne que dans la gauche israélienne. Attendez, ce qu'a dit Yair Golan cette semaine, vous en pensez quoi? Je pense que c'était absolument à côté de la plaque. Okay. Absolument à côté de la plaque. Il s'est rattrapé en disant que il ne parlait pas des soldats, il parlait du gouvernement. Vous pensez quoi de l'apartheid en Israël? Quand Amnesty International dit qu'il y a un apartheid en Israël, vous en pensez quoi? Non, je ne pense pas qu'il parle de l'apartheid en Israël. Je pense qu'il on veut comparer avec l'Afrique du Sud, on essaie de faire des homologies, etc. En Israël. Non, eux, ils parlent d'Israël par rapport au territoire. Bien sûr. Est-ce que Israël commet un apartheid selon vous? Non, le seul endroit où il y a un apartheid en Israël, c'est Jérusalem. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la signification même d'apartheid, c'est que les citoyens n'aient pas les mêmes droits les uns et les autres. En Israël, je vais finir. En Israël, tous les citoyens, qu'ils soient arabes, séfarades, ashkénazes, homosexuels, ont tous les mêmes droits. Donc, ce n'est pas, ils ont le droit de voter et de se faire élire. Donc, ce n'est pas un apartheid. On peut dire qu'il y a aujourd'hui entre séfarades et ashkénazes des écarts qu'il faut combler, des injustices depuis 50 ans. Les salaires avec les Arabes sont les mêmes. Hein. Moi, je te parlais d'ashkénazes séfarades, ils sont pas les mêmes. Entre les Arabes et les Israéliens, les salaires, en tout cas, c'est interdit pour un employeur de payer un Arabe de. C'est la loi. Mais je te dis qu'entre ashkénazes et séfarades, les salaires ne sont pas les mêmes. Alors, il est où l'apartheid à Jérusalem? Je n'ai pas compris. Pourquoi Jérusalem il y a un apartheid? Je vais t'expliquer. Il n'y a pas d'apartheid entre Israël et les Palestiniens parce que les Palestiniens ne sont pas israéliens. Ils ne sont pas sous le contrôle d'Israël. Israël n'a pas annexé les territoires. Tu sais qu'il n'y a aucun territoire palestinien qui a été annexé par Israël. Aucun. Sauf 19 villages de Jérusalem-Est. D'ailleurs, tu sais qu'on parle de Jérusalem-Est, tu n'y es jamais allé. La plupart des Israéliens n'y vont pas. La plupart des Israéliens, quand on parle de Jérusalem, ils pensent à la vieille ville. La vieille ville, c'est 0,9%. C'est pourquoi est-ce que j'y vais pas à Jérusalem-Est? J'y suis déjà allé, on a pris des cailloux. Ben justement. Pourquoi est-ce que j'irais? Ben justement. Je suis d'accord avec toi. Attendez, vous êtes en train de me dire, on peut faire la paix avec eux, tandis que si je me promène, je me prends des cailloux. Mais eux, s'ils viennent ici, près de chez moi, il y a plein d'Arabes ici, des gens qui travaillent avec nous, etc. Pourquoi il y a de l'apartheid à Jérusalem-Est? Parce que le seul endroit qui a été annexé par Israël, c'est-à-dire qui est devenu territoire israélien, sous la responsabilité du gouvernement israélien, c'est les 19 villages de Jérusalem-Est. Betzafafa, Aboudi, Shoafat, etc. Okay? Des villages que la plupart des Israéliens ne vont jamais visiter pour quelques raisons. Non, on y passe souvent, c'est la 50, tu prends à gauche et tu y es, c'est rien du tout. Maintenant, pourquoi il y a un apartheid là-bas? Et ça me pose problème en tant que juif ou en tant qu'israélien. Parce qu'ils ont tous la tour d'Akroula. Ils sont tous citoyens israéliens. Ils ont tous le droit d'aller voter pour la ville de Jérusalem, pour le maire de Jérusalem. Ils reçoivent tous les mêmes droits de se faire soigner, d'aller à l'école ou de l'hôpital Léoumi. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de voter pour la Knesset. Et donc ça, on fait des citoyens de seconde zone. Et là, on peut parler d'apartheid. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Regardez, je vais vous dire un truc offert. J'ai été interviewé des Arabes, d'accord? Des Arabes, Palestiniens, Israéliens, c'est sur ma chaîne Human Face. Je vous enverrai le lien après la discussion. Je leur ai posé des questions après 7 octobre. Je leur ai dit, quels sont les droits que toi tu as que moi j'ai pas? Toi, tu as... Ouais. Quels sont les droits que moi j'ai que toi tu n'as pas? Il m'a dit, mais à part le fait de ne pas voter, il n'y a rien. D'accord? Mais c'est le droit de voter qui fait la différence. Mais ils le comprennent.
Non, pas Non, suffisamment. non, 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 Parce non, non, ils ne qu'un comprennent pas. apartheid, c'est Ils un ne système comprennent pas de la preuve. domination. Mais non, ils ne C'est pas comprennent un pas. système. Non, Mais ils ne parce qu'ils ne comprennent pas votent la pas. preuve. Mais tu te contredis, Michael. Ils ne comprennent pas la preuve quand tu vas là-bas, ils te jettent des cailloux. Pourquoi ils te jettent des cailloux? Non, Parce pas que ceux-là. Pas ceux-là. Non, 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 attends. On va après pas tout cela, mélanger. d'accord. Non, il y Il en y a a des qui bons travaillent. arabes et des mauvais arabes. Bien sûr, comme partout. Ah, comme partout, d'accord. Bah oui, il y a aussi des bons juifs, des mauvais juifs, et des bons singes et des mauvais singes. On peut faire toute la liste si vous voulez. Mais pourquoi vous avec que des bons arabes? Non, moi, je n'ai jamais dit qu'avec des bons arabes. Alors quoi, il n'y a que des mauvais arabes? Non, non, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a des bons et des Ah, mauvais partout. ok, il y a des bons et des mauvais partout. Donc clairement, moi, que je demande aux Arabes, comment est-ce que vous vivez le fait d'être fouillé quand vous sortez de chez vous pour venir travailler? Vous devez attendre une demi-heure maintenant pour être fouillé tous les jours. Comment est-ce que tu le vis? Regardez la vidéo, vous allez voir, j'ai fait aucun montage. Tous ceux qui ont voulu me répondre, ils m'ont répondu. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont voulu me répondre. J'ai pris au moins 90% de refus. Mais ceux qui m'ont répondu, ils m'ont dit, tu sais quoi, on doit attendre, mais on n'a pas le choix. On attend, on est fouillé, c'est casse-pied, mais si on ne fait pas ça, vous allez tous sauter. Écoutez la vidéo, je vais vous la montrer, et c'est eux qui le disent. Et Non, pas quand... maintenant. Je serais non, ravi pas... que tu me l'envoies parce qu'il me reste une Bien minute. sûr. Non, non, mais c'est évident, on a fini. On a fini. Je vais pas la mettre maintenant parce que moi, j'ai déjà vu plusieurs fois en plus. Tu peux me Mais en tout l'envoyer cas, il faut écouter les Arabes ce qu'ils disent. Et au faire, juste, je finis avec une chose. Quand je leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez, vous savez ce qu'ils me disent? Je vais vous dire ce qu'ils me disent. Ils me disent, moi, je m'en fous comment ça s'appelle. Que ça s'appelle Israël, Palestine ou Tartampion, ça m'est égal. Je veux deux choses. Un, de l'argent. Deux, de la sécurité. Et en l'état actuel des choses en Israël, Israël parvient à pourvoir aux Arabes ce qu'ils ont besoin. Ouais. Et Israël y arrive. La plupart de mes amis palestiniens qui vivent à Ramallah, à Jenin, à Kalkilia ou à Gaza me disent, au fait, moi je suis prêt à devenir israélien demain. Est-ce que Israël veut donner la nationalité israélienne à 7 millions de Palestiniens? La plupart d'entre eux veulent ça. Hein. Ils peuvent, oui, ils veulent tous être israéliens, mais est-ce qu'Israël peut le faire? Moi, je pense qu'Israël ne doit pas le faire. Moi, mon sionisme, moi, c'est peut-être un jour, comme l'Europe. Moi, je ne dis pas non, qu'un jour, il y ait une confédération et qu'il n'y ait pas de. Comme en Europe, il y ait un marché commun ou une communauté du Moyen-Orient où les frontières seront ouvertes. Ce sera après l'islam radical, alors on va avoir passé 150 ans. Viens, on garde l'histoire de l'islam radical pour un prochain débat. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Non, avec plaisir. Avec plaisir, on se fera un prochain débat, si vous voulez. Moi, ce que je veux te dire, je veux te poser deux questions. Quel est le mot en hébreu qui est le plus utilisé? Shalom. Shalom. Et comment toi, tu vois la paix entre toi et tes voisins arabes? Mais moi, j'ai aucun problème avec les Arabes. Moi, je suis avec des Arabes tout le temps. Je suis le premier à me marrer avec eux. Mais comment je me marre avec Mahmoud, avec Mohamed, avec qui tu veux. Je me marre avec les Arabes tout le temps. Mais je te demande comment tu vois la paix, parce qu'en ce moment, on est quand même... Moi, comment je vois la paix? Moi, je pense que c'est extrêmement compliqué, compte tenu de la situation qu'il y a chez les Arabes, dans le sens où je ne vois pas de perspective de paix. Moi, après le 7 octobre, j'étais à la pharmacie. Le lendemain, j'étais à la pharmacie. Tu sais comment c'est la pharmacie? Qui c'est qui tient la pharmacie? C'est des Arabes. Tu as 4 pharmaciens, ils sont habitués à ce que je me marre avec eux, et là, qu'est-ce qui se passe? Les 4 pharmaciens regardaient leurs pieds. Ils avaient honte. Et moi, j'avais honte pour eux qu'ils aient honte. On n'est pas dans une situation où on peut s'arranger avec... et malheureusement, l'opinion publique arabe, elle n'est pas bonne. Quand, en mars 2024, le Palestinian Survey Research a fait une étude pour savoir s'ils sont contents d'avoir fait le 7 octobre, combien ils sont à répondre qu'ils sont contents de l'avoir fait? 71%. Mais tu te contredis, Michael. Non, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas. 71%. D'accord, j'ai entendu. Il y a une seconde, tu m'as dit que tu es rentré, après le 7 octobre, tu es rentré chez le pharmacien, et les 4 pharmaciens avaient honte de ce que leurs frères arabes ont fait en Israël. Et toi, tu avais honte pour eux. En même temps, tu me dis que d'après une étude que tu as fait, la majorité d'entre eux sont d'accord avec le 7 octobre. Ah, c'est pas la mienne, c'est celle des Palestiniens eux-mêmes. Ils ont fait une étude, regardez Palestinian Survey Research sur Google. Comment t'expliques que les 4 pharmaciens
arabes, tes voisins Parce qu'on est le long. Attendez. D'une part, il ne faut pas être binaire. Peut-être que les 4 Arabes en question sont des gens qui sont extrêmement sympathiques au demeurant, d'accord. Il y a 71% qui étaient contents d'avoir fait le 7 octobre. Il en restait quand même encore 29, si je sais compter. Donc, ils peuvent être dans les 29. Et puis, on est le lendemain du 7 octobre, donc peut-être aussi. Sauf qu'ils peuvent être dans le 29 au niveau statistique. Sauf que le jour où tu es rentré dans la pharmacie, qui avait 4 pharmaciens, les 4 avaient honte. Donc, ça veut dire que 100% des Palestiniens qui étaient dans cette pharmacie avaient honte. Si vous voulez, vous allez penser que je suis de mauvaise foi, mais si vous voulez qu'on pinaille, je vais vous dire, dans les 4, il y avait sûrement un juif, etc. On ne va pas en finir, on n'est pas là-dedans. Mais même, de toute façon, je ne suis pas en train de vous dire encore une fois, et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne dis pas que les Arabes sont tous mauvais, je dis que la situation de paix avec eux n'est pas possible, aujourd'hui. Malheureusement. Ben non, tu vois, c'est là où je ne partage pas ton scepticisme, parce que je sais que tu veux la paix autant que moi, j'en suis convaincu, et je veux te donner seulement un exemple historique qui pour moi est important. Il y a 77 ans, 80 ans aujourd'hui, qu'il y a la plus terrible guerre que l'humanité a connue, la Deuxième Guerre mondiale. 100 millions de personnes sont mortes. L'Europe a été détruite. 6 millions de Juifs ont été brûlés par les nazis, par les Allemands et par leurs collaborateurs catholiques, chrétiens, occidentaux, intelligents et cultivés, qui écoutaient de l'opéra le soir et le matin, ils brûlaient des Juifs. Ça, c'était il y a 80 ans. Et pourtant, les Européens, après 2 guerres mondiales, ont compris qu'ils ne peuvent pas régler leurs problèmes par la violence et par les guerres, qu'ils vont essayer de les traiter d'une façon intelligente. Et ils ont créé la communauté européenne. Et aujourd'hui, le plus grand allié, la communauté juive qui grandit le plus aujourd'hui dans le monde, est la communauté juive en Allemagne. Les relations entre Israël et l'Allemagne sont les meilleures relations qu'il y a entre Israël et un État quelconque, même meilleures qu'avec les États-Unis. Non, mais Hitler est mort, hein. Justement. Donc on peut non, mais attends. Hitler est mort, mais le Moufti de Jérusalem, il n'est pas mort. Ah, moi, il n'est pas mort. Non. Ah non, le Moufti de Jérusalem, il n'est pas mort. Quoi, il a 200 ans? Ah bah, c'est pas il y a 200 ans, c'était il y a à peu près 100 ans. Mais il a quel âge? Bah bon, maintenant il est à Gaza, maintenant il est malheureusement, il est dans le Hamas. Non, Michael, le Moufti de Jérusalem qui a coopéré avec les nazis en 1943, en 1942, je ne me rappelle plus quand il est allé voir Hitler, est mort. Oui, quand je vous dis qu'il n'est pas mort, on s'est compris. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le pire ennemi du peuple juif a été l'Holocauste, a été le nazisme. Mais le nazisme, il a pris une fin. C'est ça la différence. Michael, si je ne me trompe pas, et j'aime pas faire stigmatiser quelqu'un, j'ai pas l'impression que tu es venu ni de Belgique, ni de Suède, ni de Norvège. Peut-être que je me trompe et que tu es norvégien. Moi, ma mère est égyptienne. Mon père est tunisien. Ma famille, du côté de ma mère, vient de Hebron et de Jérusalem. Ma famille, du côté de mon père, vient de Tveria et de Tzfat. Donc je suis... C'était la Palestine, hein, ça s'appelait la Palestine. Donc moi, j'ai des droits de génération sur ce terrain-là. Moi, je sais que ma mère a vécu plus ou moins en harmonie avec les Égyptiens quand il a vécu. Que mon père, qui a eu la chance, elle et lui, on a eu la chance de retourner en Tunisie et en Égypte, ils l'ont fait avec beaucoup d'enthousiasme. Ça leur a fait plaisir de revenir en Égypte et de revenir en Tunisie. Ça ne veut pas dire que la Tunisie a été exceptionnelle avec ses Juifs, non. Elle les a encouragés à partir, mais elle ne les a pas mis dans des camps de concentration. Ça ne veut pas dire que les Marocains étaient tous gentils avec leurs Juifs, non. Mais le roi du Maroc, le roi Mohammed VI, a dit aux nazis, si vous voulez toucher à mes Juifs, vous me mettez aussi à moi des étoiles jaunes. Mais pourquoi est-ce que vous partez sur Mohamed VI maintenant? On est en train de parler de quelque chose de concret. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est que je vais vous dire un truc. Offert. Non, vous essentialisez le problème. C'est là, on a touché, offert. Vous essentialisez le problème. Vous faites de ça un problème entre les Juifs et les Arabes. Et comme vous... Attendez. Non. Vous aimez les Arabes parce que vous êtes un humaniste et vous avez raison de l'être. J'aime les Arabes. D'accord, mais comme vous avez cette vision essentialiste, comme vous avez une vision essentialiste des choses, alors vous êtes prisonnier de votre essentialisme.
Vous êtes Je suis prisonnier de ça. prisonnier. Mais moi, Je je ne vais suis pas partir prisonnier. au Maroc. Non, mais tu as Ça raison. ne m'intéresse pas de savoir comment est-ce qu'ils réfléchissent au Maroc. Non, Ce qui mais tu m'intéresse, as c'est la raison, Palestine Michael. et c'est Israël. Est-ce qu'on peut vivre ensemble ou pas, oui ou non? Michael, tu as raison. Je suis complètement prisonnier de l'amour de mon prochain et de l'amour de l'être humain. C'est pas correct parce que quand on a nos enfants qui se font trucider, alors il faut savoir mettre un stop. Mais bien entendu. C'est pas correct. Mais attends, moi je ne suis pas un pacifiste. S'il s'agit d'éliminer le Hamas, moi je suis pour. Et je sais pas heureusement. Je sais pas combien de membres. Alors pourquoi Macron il n'en parle pas du Hamas? Mais ça va pas ou quoi? Non mais Macron il parle pas du Hamas. Pourquoi Macron il parle pas des otages? Mais ça va pas ou quoi? Non, vous n'allez pas me raconter cette histoire qu'il a fait en février, parce qu'il n'a même pas réussi à dire le mot terroriste quand il a fait sa mise en scène des otages. Il n'a pas pu dire une seule fois le mot victime du terrorisme, du Hamas ou quoi que ce soit. Moi, je vais vous dire un truc offert que vous ne savez pas. Michael, tu me déçois parce que tu es de mauvaise foi. Non, d'abord écoutez ce que je vous dis. Non, écoute ce que je te dis. Non. Moi, je vais te donner maintenant 23 exemples. Je peux t'en donner 100, mais je ne me rappelle pas des 100. Mais dès 23, je peux te donner où il parle du Hamas, où il parle du terrorisme, où il parle des otages, où il parle de démanteler le Hamas, où il parle d'éliminer le oui, terrorisme. À condition qu'il y ait un cessez-le-feu. Oui, non, mais attends, mais il veut en finir avec le Hamas. Mais tout ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est otages, cessez-le-feu. Otages, cessez-le-feu. Tu veux qu'on te rende tes otages? Regarde, moi, j'étais en contact avec le bureau de Macron et avec ses conseillers. Comme le travail que toi tu fais, seulement, moi, j'essayais de le faire à ma façon. Pour quelle raison? Par rapport à la reconnaissance des otages dans le milieu du football. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. J'ai fait le maximum pour que dans le football, on puisse parler des otages au début de la guerre. Dès la fin du mois d'octobre 2023, j'ai contacté les ligues de foot et je n'ai pas eu de réponse de leur part. J'ai réussi à leur parler, mais ils n'ont pas voulu. Je te dis une chose, j'ai été contacté jusqu'au bureau de Macron, jusqu'au bureau de Colère, jusque chez Brigitte Macron, jusqu'à Gabriel Attal qui m'a répondu par écrit. Ils n'ont pas voulu parler des otages dans le football. C'était... Écoute, je leur ai fait suffisamment de courriers et je leur ai fait une enquête sociologique, je leur ai tout montré par A plus B que c'était nécessaire. Ils ont dit non. Alors moi, j'ai un problème avec ces gens-là. Ok. Michael, mon ami, je suis obligé de te quitter. Avec grand plaisir. Je te remercie. C'était intéressant. Et permet aux gens qui nous écoutent de leur souhaiter une des plus belles fêtes du judaïsme que moi j'aime énormément. C'est de bonnes fêtes de Shavuot, et Sorot Tovot, que les réfugiés rentrent à la maison, que la guerre se termine et qu'on fasse tout ce qu'on peut faire pour qu'il y ait la paix pour les Juifs et pour Israël. Eh bien, amen. Écoute, je suis d'accord avec toi et je te remercie d'être venu à cette conversation. C'était malgré tout très intéressant. Merci à toi. Merci, Michael. Au revoir. Salut, au revoir. Au revoir. Ciao.